Bienvenue dans ce nouvel épisode de J-Life Cancer, des microbes contre le cancer. En 2018, le prix Nobel de médecine était attribué conjointement à l'américain James Allison et au japonais Tasuku Honjo. Tous deux avaient jeté les bases d'une nouvelle façon de traiter les cancers en aidant le système immunitaire à retrouver une bonne efficacité dans la reconnaissance et l'élimination des cellules cancéreuses. C'est l'immunothérapie fondée sur des inhibiteurs des points de contrôle immunitaire. Développée depuis une dizaine d'années, cette stratégie a révolutionné les traitements contre le cancer en améliorant le pronostic de nombreux patients. Cependant, tous les patients ne répondent pas de la même façon à ces immunothérapies. Certains y sont insensibles, alors que d'autres parviennent à guérir. Alors comment expliquer cette disparité? Une partie de la réponse est sans doute à chercher dans l'intestin et le microbiote qui l'héberge. En effet, depuis peu, on découvre des liens insoupçonnés entre ces micro-organismes et les cancers, unis pour le meilleur et parfois pour le pire. Alors revenons un siècle en arrière maintenant. À Stockholm en 1908, le prix Nobel de médecine et physiologie est attribué à Ilya Metchnikov, qu'il partage avec Paul Ehrlich. Ce biologiste russe établit une relation surprenante entre la longévité humaine et un équilibre sain entre les bactéries de notre organisme. Il affirme en particulier que les bonnes bactéries doivent être plus nombreuses que les mauvaises. Depuis, la recherche scientifique estime que 90% des maladies chroniques, dont les cancers, sont associées à un dysfonctionnement de notre intestin, et c'est une véritable révolution scientifique qui va bouleverser les données actuelles sur les causes des maladies chroniques. Nous sommes tous à 90% bactériens et à 10% humains. Au cœur de nos intestins, il y a 100 000 milliards de bactéries qui, en termes de poids, pèsent plus lourd que notre cerveau. Notre intestin fait partie d'un écosystème interne complexe, des microbes qui recouvrent l'intérieur et l'extérieur de notre corps et qui se développent partout. Il y a 10 fois plus de micro-organismes que de cellules humaines. Les chercheurs ont identifié à ce jour plus de 10 000 espèces différentes et certains affirment qu'elles pourraient dépasser les 35 000. Comme chaque microbe a son propre ADN, cela correspond à environ à un total de 8 millions de gènes, beaucoup plus que nos propres gènes qui n'en contiennent que 30 000. Ces gènes donc sont capables de générer toutes sortes de protéines qui sont indispensables à nos réactions chimiques. Cette énorme disproportion a incité les chercheurs à se poser la question de qui abrite qui. Autrement dit, quel est le degré d'influence des bactéries sur nos organismes? Les hommes sont-ils simplement des réservoirs servant à la propagation des microbes? Et surtout, quel ADN a le plus d'impact sur notre santé? Celui des bactéries ou celui de nos cellules? Cet écosystème, il est appelé microbiome, micro pour petit et biome pour le corps humain. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes vivant dans un environnement spécifique.
Le corps est donc notre microbiote et la bouche, la gorge, le nez, la peau, le vagin et tout le tube digestif, c'est différents microbiotes. La concentration la plus importante se trouve dans notre intestin. Il est surtout constitué de bactéries, mais on trouve aussi des champignons et aussi des virus. Ce qu'il y a de véritablement extraordinaire, c'est d'une part l'organisation sociale de cet écosystème et d'autre part sa diversité. On trouve des bons et des méchants, des gros mangeurs et des maigres, des riches et des pauvres, des puissants et des faibles, des leaders et des moutons. Toutes les recherches démontrent que ces microbes participent à une grande variété de réactions vitales pour notre santé, comme le fonctionnement du système immunitaire, la détoxication, la réduction de l'inflammation, la production de neurotransmetteurs et de vitamines, l'absorption de nutriments, la sensation de faim ou de satiété et l'utilisation bien sûr des sucres et des graisses. Le microbiome agit sur notre humeur, notre libido et même sur notre perception du monde et sur la clarté de nos pensées. En bref, les découvertes les plus récentes ont démontré qu'un bon microbiome pouvait conduire à réduire ou à contrôler pratiquement toutes les pathologies dégénératives ou inflammatoires. Ce microbiome, s'il est avant tout protecteur, peut être aussi impliqué dans de nombreuses maladies inflammatoires, métaboliques ou même neurologiques. Des scientifiques canadiens, par exemple, ont identifié des bactéries intestinales qui aident le système immunitaire à combattre les tumeurs cancéreuses. Cette découverte pourrait éventuellement permettre de mieux comprendre pourquoi les traitements d'immunothérapie contre le cancer, qui visent à amplifier la réponse immunitaire de l'organisme, fonctionnent si bien dans certains cas et si mal dans l'autre. Par exemple, ces chercheurs ont découvert que les bactéries produisent une petite molécule qu'on appelle inosine, qui interagit directement avec les cellules T et améliore l'efficacité de l'immunothérapie, détruisant dans certains cas toutes les cellules cancéreuses colorectales par exemple. Des chercheurs de l'Institut Pasteur, en collaboration avec l'Institut Gustave Roussy, ont identifié deux espèces bactériennes de notre organisme qui s'appellent Enterococcus irae et Barnesilia intestini hominis, qui potentialisent l'effet d'un traitement courant de chimiothérapie qu'on appelle le cyclophosphamide. Le cyclophosphamide est une molécule de chimiothérapie qui est couramment utilisée dans le traitement de plusieurs cancers, poumons, seins, ovaires, etc. On s'est aperçu par exemple que la bactérie Enterococcus irae va modifier l'environnement proche de la tumeur et rétablir une réponse adéquate des lymphocytes T contre la tumeur. La bactérie contribue donc à empêcher la progression de la tumeur. Par ailleurs, les chercheurs ont prouvé que Barnesiella intestini hominis est impliqué dans l'établissement d'une mémoire immunitaire contre les tumeurs. Ainsi, Enterococcus irae renforce la réponse immunitaire naturelle de l'organisme contre la tumeur. Et c'est cet effet bénéfique de l'entérocoque, malheureusement, qui est transitoire. Mais par contre, Barnesiella maintient cette réponse sur le long terme. On constate que tous les patients sous chimiothérapie aussi ne réagissent pas de la même façon au traitement. On peut l'expliquer par le fait que chaque individu possède son propre microbiome et pas forcément composé des mêmes bactéries. De ce constat, il y a deux questions qui émergent. Pourrait-on donner des bactéries manquantes aux patientes qui ne les ont pas, ou, si ce n'est pas les bactéries elles-mêmes, au moins les composants de la bactérie impliquée dans cette activité anti-cancer? En pratique, si vous souhaitez une protection efficace, il faut consommer des pré, des pro et des postbiotiques. Les prébiotiques sont des composés contenus dans notre alimentation, principalement à partir des fibres, et servent de nourriture au microbiote intestinal. Par le choix
de fibres prébiotiques spécifiques, on peut permettre la multiplication de certaines bactéries, notamment des bifidobactéries, dont la présence, on le sait, diminue avec l'âge. Pour être efficaces, les prébiotiques doivent être non digestibles et ils doivent pouvoir être fermentés par des bactéries intestinales. Il existe de nombreux aliments riches en prébiotiques: ail, artichaut, asperges, betteraves, brocolis, chicorée, choux, endives, oignons, pissenlits, poireaux, lentilles, pois chiches, haricots rouges, ananas, bananes, nectarines, pamplemousse, pêche, chicorée et topinambour. Dans la racine de chicorée, par exemple, 47% des fibres de la racine de chicorée proviennent de la fibre prébiotique qu'on appelle inuline. Et ces fibres inulines favorisent les bactéries de l'intestin, réduisent la constipation et aident à décomposer le gras. Si vous choisissez l'option des suppléments nutritionnels à base de prébiotiques, les fructo-oligosaccharides ou oligofructosides sont des chaînes de fructose. Ces fibres fermentées cibles nourrissent de façon sélective certaines bactéries bénéfiques du microbiote intestinal qu'on appelle les bifidobactéries. On dit alors qu'elles sont fortement bifidogènes. Cette stimulation de croissance des bifidobactéries améliore considérablement le confort intestinal. Les fructo-oligosaccharides soutiennent le système immunitaire intestinal en renforçant la fonction de barrière intestinale. Après tout ce que vous avez lu sur l'intestin et sa liaison intime avec les bactéries, vous êtes probablement convaincu qu'il faut manger des aliments qui sont bons pour notre intestin, en particulier des souches bactériennes qui vont alimenter notre microbiote, et vous avez raison. Modifiez votre alimentation et découvrez ce qu'il faut manger en termes d'aliments probiotiques. Ce sont des aliments fermentés qui nous fournissent les bactéries probiotiques, et ceci au moins depuis 6000 ans quand les Chinois faisaient fermenter le chou. Pourquoi des aliments fermentés fournissent des bonnes bactéries à nos intestins? Pourquoi? La fermentation qui transforme les aliments en probiotiques est appelée fermentation lactique. Lactique non pas comme pour le lait, mais pour l'acide lactique. Au cours de ce processus, les bonnes bactéries convertissent les molécules de sucre en acide lactique, ce qui leur permet de proliférer. En retour, cet acide lactique protège les aliments fermentés de l'invasion par des bactéries nuisibles, car il crée un environnement acide qui détruit les bactéries nocives. Beaucoup de bonnes bactéries, telles que les bifidobactéries et les lactobacilles, sont tirées de sources naturelles. Et ces souches bactériennes jouent un rôle capital dans notre intestin. Elles maintiennent l'intégrité du revêtement intestinal, équilibrent le pH de notre corps, se comportent comme des antibiotiques, régulent l'immunité et contrôlent l'inflammation. Elles inhibent la croissance des bactéries nuisibles en produisant des substances antimicrobiennes qu'on appelle les bactériocines. Je vais vous donner quelques exemples d'aliments fermentés. Le yaourt, mais fabriqué avec des cellules, des cultures vivantes. Attention au sucre ajouté, aux édulcorants, aux arômes artificiels. Lisez bien les étiquettes. Pour les personnes intolérantes aux produits laitiers, le yaourt à base de noix de coco est excellent. Choisissez un yaourt élaboré avec du lait entier biologique qui contienne des ferments vivants. Le kéfir. Le kéfir, c'est un produit laitier fermenté qui ressemble au yaourt. Il se compose de grains de kéfir, qui sont des levures et des bactéries, associés à du lait de chèvre. Il est riche en lactobacilles, en bifidobactéries et en antioxydants. Pour les personnes intolérantes au lactose, le kéfir aux noix de coco est tout simplement délicieux. Le kombucha.
c'est une sorte de thé noir fermenté. Le tempeh, c'est du soja fermenté riche en protéines, excellente source de vitamine B12. Le kimchi, qui est assez relevé en épices, il fournit des bactéries, du calcium, du fer, du bêta-carotène et des vitamines. Et enfin, la choucroute. La choucroute aurait la capacité de nettoyer notre système digestif, de régénérer notre flore intestinale, de renforcer nos défenses immunitaires et préviendrait la dépression, le stress, l'anxiété et les risques d'obésité. Durant son séjour dans l'eau, le chou va se transformer en choucroute crue grâce justement au phénomène de lactofermentation. Alors il y a aussi des compléments alimentaires probiotiques. Vous savez que le microbiome humain il est composé de milliers d'espèces dont certaines essentielles ont été identifiées et étudiées en détail. Récemment, leur liste s'est enrichie de nouvelles souches qui leur confèrent parfois des applications très spécifiques. Par exemple, le Bacillus subtilus, il est assez spécifique du côlon irritable. Le Lactobacillus gasseri, il permet de mieux gérer son poids. Le Lactobacillus reuteri s'adresse au système cardiovasculaire. Et le fameux Saccharomyces boulardii, lui, c'est l'ancêtre des traitements antidiarrhéiques. L'obstacle majeur dans la prise de probiotiques reste leur possible destruction par l'estomac avant qu'ils n'arrivent dans l'intestin. La libération du contenu des capsules traditionnelles à base de gélatine se fait quasi immédiatement au contact des acides de l'estomac et on observe une désintégration complète un quart d'heure après l'ingestion. Les postbiotiques, eux, ils font référence aux facteurs solubles, c'est-à-dire des produits ou sous-produits métaboliques qui sont sécrétés par les bactéries vivantes ou libérés après la lyse bactérienne, tels que les enzymes, les peptides, les polysaccharides, les protéines de surface cellulaire et les acides organiques. Les plus connus, et vous devez le savoir, sont le butyrate et le propionate, qui sont issus de la fermentation des fibres non digestibles et qui sont transformés en acides gras à chaîne courte. Le butyrate est capable d'inhiber la prolifération des cellules cancéreuses colorectales. En conclusion, le microbiote joue un rôle clé dans la régulation du système immunitaire inné et adaptatif. La flore intestinale joue un rôle central par le biais de divers effets sur les processus inflammatoires locaux et systémiques. En pratique, il faut savoir capitaliser sur le rôle positif de notre microbiome en consommant régulièrement des pré- et des probiotiques sans oublier le butyrate. Sachez diversifier vos apports en y associant des compléments probiotiques. À très bientôt dans notre prochain épisode.